Bonjour et bienvenue pour cette toute nouvelle saison de l'écriture d'un roman. Je suis ravie de vous retrouver après cette petite pause et pour commencer, je vous souhaite à tous une merveilleuse année 2021, qu'elle soit riche en créativité et en écriture. Et alors, qui dit nouvelle année, nouvelle saison, dit aussi nouveau format. Je vous propose donc cette fois un épisode une fois par semaine, tous les vendredis à 18h, qui sera par contre un petit peu plus long que d'habitude. On va tester dans un premier temps, voir ce que ça donne. J'espère que ça vous conviendra. En tous les cas, n'hésitez pas à me faire des retours à ce propos sur Instagram @AureliaHorner. Tout de suite, place à l'épisode avec un petit retour en arrière, début décembre. Bonne écoute à vous. Le vendredi 4 décembre 2020. Je continue à écouter le podcast Devenir écrivain et elle insiste beaucoup sur l'absolue nécessité de faire un plan et des fiches personnages avant de se lancer dans l'écriture de son roman. Je comprends tout à fait le principe. Je pense qu'en effet, en faisant un plan et des fiches personnages, on gagne énormément de temps. Mais là où je suis pas totalement d'accord, c'est que on peut aussi perdre en originalité en faisant ça. On risque de trop formater son récit sous des formes de dramaturgie pure. Et c'est bien aussi de laisser l'esprit s'évader, de s'éloigner un petit peu de ces formes de dramaturgie et d'y revenir à un moment quand on sent qu'on est un peu bloqué. Oui, en effet, ça structure sa pensée, ça permet de donner un fil rouge à son écriture, donc il y a énormément de points positifs à faire un plan avant de se lancer dans l'écriture. La preuve, moi je suis avec mon roman L'Inde de Soulage où j'ai pas fait de plan. L'écriture est très fastidieuse aujourd'hui, enfin la réécriture s'avère très fastidieuse et très très longue. Je pense que j'ai perdu énormément de temps. Il y a vraiment 2 poids 2 mesures et je pense que c'est vraiment à chacun d'entre nous de trouver la méthode qui lui correspond. La même méthode ne s'applique pas à tout le monde. L'art, c'est quelque chose qui est personnel à chacun, donc on peut pas le formater dans un cadre, dans une méthode, avec une structure, voilà. Il y a des outils qui peuvent nous aider, mais chacun pioche ce dont il a besoin. Ceci dit, ce podcast est très intéressant sur plein de points différents, vraiment il y a de quoi piocher dedans, et là il parlait par exemple du fait de montrer plutôt qu'expliquer. Alors moi j'ai toujours utilisé plutôt l'expression de montrer plutôt que dire, mais je trouve qu'en fait c'est un peu plus parlant en disant qu'il faut plutôt montrer qu'expliquer. Et en fait je me suis rendu compte que dans mon roman, si j'y repense, il y a plein d'endroits où j'explique plutôt que je montre. Quand je vais reprendre le travail autour de mon texte, je vais essayer de repérer tous les passages où j'explique plutôt que je montre. Il faut que je vois s'ils sont vraiment utiles. Est-ce que c'est des éléments que je vais exploiter plus loin dans le récit ? Est-ce qu'ils servent à quelque chose en termes de caractérisation de personnages, pour comprendre quelque chose de l'histoire, expliquer un élément qui va arriver plus tard, ce genre de choses ? Si c'est pas le cas, il faut que je les retire, même si j'aime beaucoup la phrase, si l'idée qu'il y a derrière me semble transcendante, ce genre de choses. Et quand je les aurai repérés, voir de quelle façon je peux dire la même chose, mais en le montrant. Donc quelle scène peut découler de ce paramètre, comment je peux le mettre en place dans une scène où je le montrerai. Ça peut être un exercice très intéressant de faire ça. Ça, c'est quelque chose que j'ai noté dans mes notes. Normalement, je suis pas censée travailler sur mon roman en ce moment, je suis censée le laisser reposer, mais bon, ça n'empêche pas d'y réfléchir sans l'avoir sous le nez. Et de réfléchir à sa construction qui me pose quand même toujours problème. Autre chose dont elle parle dans ce podcast et que j'avais déjà entendu par ailleurs, elle explique que sont à bannir du texte tous les adverbes. Je les avais surlignés dans mon texte en les mettant en rose pour essayer de voir comment je pouvais dire les phrases autrement. J'avais pas trop compris à l'époque pourquoi ils étaient à bannir du texte. Et puis j'ai lu Stephen King qui redit la même chose et là j'ai un peu mieux compris pourquoi il n'était pas nécessaire puisque généralement ils ne viennent qu'alourdir la phrase. Si on dit par exemple qu'un personnage rentre dans une salle, que son visage est impassif, qu'il avance à pas lents, on n'a pas besoin de dire qu'il s'assoit lentement sur une chaise. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais disons que il faut trouver une autre manière de dire les choses. C'est une facilité stylistique qui alourdit le texte et qui pour le coup est plus dans l'explication que dans le fait de montrer. Il faut qu'on fasse vivre l'action au lecteur plutôt que de lui dire ce qui se passe. Donc ça c'est pareil, c'est une des prochaines choses que je vais faire avec mon texte parce que j'en ai pas mal enlevé, mais il m'en reste toujours quelques-uns où je savais pas trop comment tourner ma phrase différemment, donc je l'ai laissé tel quel. Mais il faut encore que j'approfondisse le travail à ce propos.
Je suis en train de faire le montage de mon podcast et je me rends compte que souvent je répète que ça me fait plaisir quand les gens voient que j'ai beaucoup travaillé sur mon roman. Et en fait, je suis en train de me demander, mais est-ce que c'est vraiment un compliment quand on me dit ça? Parce que finalement, est-ce que c'est pas bien quand on lit un livre de ne pas voir justement le travail qu'il y a eu derrière, de se dire oh là là, on a l'impression que ça lui coule des mains. Par exemple, le livre que je lis en ce moment, la lecture est fluide, j'ai l'impression qu'elle l'a écrit d'une traite. C'est simple en fait, c'est sans fioritures, ça va droit au but. Alors, est-ce qu'il y a un énorme travail d'élagage autour qui fait que on va à l'essentiel comme ça? En même temps que je dis ça, j'en sais rien parce que si on lit du Alain Damasio, on voit qu'il y a un énorme travail derrière. Moi, je pense qu'il doit mettre une dizaine d'années à écrire chaque livre, tellement c'est fouillé, tellement c'est recherché et en même temps, cela se lit très très bien. Donc oui, ça dépend des lectures. Mais je sais pas du coup si je dois le prendre pour un compliment ou pas. Bon, je pense que c'est pour m'encourager et qu'on voit qu'il y a une certaine profondeur dans mon texte, quoi. Mais je devrais peut-être pas me réjouir comme je fais là. Le lundi 7 décembre 2020. J'ai bien travaillé ce matin, j'ai écrit plus de 2000 mots, ce qui représente plus de 11 000 caractères. J'étais assez inspirée, au début j'ai un petit peu eu du mal à m'y mettre, et puis après c'était parti. En fait c'est un petit peu ça tous les matins en ce moment, à chaque fois je recule le moment de m'y mettre, et une fois que je suis dedans, ça coule tout seul. Je suis pas forcément toujours contente de ce que j'écris, mais bon, ça ressemble à quelque chose, ça prend forme. En fait, c'est un premier jet, donc faut pas non plus que je m'attende à des jaillissements extraordinaires. Ça dépend des jours. Il y a des jours c'est bien, des jours un peu moins. C'est très aléatoire. J'ai pas travaillé hier. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une pause d'une journée en ne travaillant pas sur un texte, mais j'en avais besoin hier de faire une petite pause, donc je me la suis accordée. En fait, là, c'est comme si je mettais en place mon plan, on va dire. C'est un premier jet plan. J'ai une trame un peu succincte de tout mon roman. Et là, je fais le premier jet en fonction de cette trame. Mais ça correspond un peu à un plan, ça me permet de découvrir mes personnages et mon univers. Donc voilà, il y a des fois des petites incohérences dont j'ai bien conscience qui se glissent, d'autres pour lesquelles je n'en ai pas conscience, mais je corrigerai dans ma première relecture. L'idéal, ça serait d'avoir terminé ce premier jet avant de reprendre l'Inde de Suraj. Comme ça, j'aurai déjà une bonne base pour travailler ensuite sur ce nouveau texte. Mais je ne sais pas si j'y arriverai. Je pense que d'ici une petite semaine, voire deux, je vais reprendre mon travail autour de l'Inde de Suraj. Donc je ne sais pas si en si peu de temps j'aurai réussi à avancer assez pour terminer un premier jet de ce roman. Le mardi 8 décembre 2020. Aujourd'hui, j'ai eu un petit peu du mal à écrire sur mon nouveau roman. J'étais un peu perdue, je ne sais pas par quelle boule prendre. Quand je veux le faire de manière chronologique, l'inspiration vient pas super bien. Et donc du coup, j'ai commencé par relire le document idées de scène pour voir un petit peu quelles étaient les scènes qui m'inspiraient et que j'avais envie d'écrire. J'ai noté quelques précisions, d'autres idées qui me venaient à la relecture de ce fichier. Et puis j'ai repris ce que j'ai écrit hier sur une scène en particulier. Je l'ai retravaillée pour qu'elle soit un peu mieux écrite, pour me replonger aussi dans mon texte. Mais ça m'a pas vraiment plus inspiré que ça. Je savais toujours pas quel passage écrire. Donc à la fin, je me suis forcée quand même à écrire un bout. J'ai repris mon fichier des choses à faire. Et donc j'avais noté un petit peu ce que je pouvais écrire aujourd'hui. Donc je m'y suis attelée, mais c'était pas hyper concluant. En fait, c'est très résumé, c'est beaucoup expliqué. Quand on dit qu'il faut montrer plutôt qu'expliquer, là je suis plutôt dans l'explication. Donc il faut que je trouve plutôt des scènes d'action en fait qui montrent ça. Je serais presque tentée de relire tout le début de mon texte parce que j'ai l'impression que ça s'enchaîne pas forcément très bien, qu'il manque sans doute des scènes pour qu'il y ait un meilleur équilibre entre les différentes lignes narratives qui s'ébauchent. Et puis en même temps, j'ai pas non plus envie de commencer à me replonger dans la lecture du début parce que sinon, je ne vais que faire retravailler le début sans avancer sur la suite. Et je pense que c'est un écueil à éviter. Mieux vaut écrire la suite et après revenir sur tout le texte. Donc ouais, demain, je pense que ce qui serait bien, c'est de commencer à écrire les scènes clés de mon texte, les mettre les unes à la suite des autres, qu'au moins j'ai un peu cette base-là sur laquelle retravailler ensuite. Le mercredi 9 décembre 2020. Aujourd'hui, grosse panne de réveil. Normalement, j'étais censée me lever à 6h et en fait, je me suis réveillée à 9h. Voilà.
Donc du coup, toute ma séance d'écriture de la matinée a été ratée. J'ai pas pu écrire ce matin, étant donné que j'avais un rendez-vous administratif. Et en fait, j'avoue que le roman que je suis en train d'écrire, que je commence à écrire en ce moment, j'ai pas tant d'envie que ça de l'écrire. Je sais pas, ça part pas d'une pulsion incontrôlable d'écrire. J'ai envie d'écrire un livre, mais est-ce que j'ai vraiment envie de raconter cette histoire ? Je me pose la question. Souvent, ce qui me trotte en tête, c'est l'autre idée que j'avais avec laquelle je tergiversais au départ. C'est celle-là qui me revient souvent, et en plus, je retombe souvent sur des textes que j'avais écrits en rapport avec cette autre histoire, que j'avais complètement oublié d'avoir déjà écrit. Et du coup, je me demande, est-ce que c'est pas des signes ? Et après, il paraît que ça peut être un phénomène assez naturel quand on se met à l'écriture d'un roman, d'avoir envie de raconter plein d'autres histoires plutôt que celle sur laquelle on est en train de travailler. Donc je sais pas trop si je dois écouter mes doutes, si je suis sur la bonne voie en m'engageant dans cette histoire, je sais pas. Ou alors est-ce que c'est le fait que j'ai pas terminé mon autre roman qui fait que j'ai du mal à m'y mettre complètement ? Parce que oui, je pense encore à l'Inde de Suraj, étant donné que je continue le montage de mes podcasts qui sont diffusés avec un petit peu de retard par rapport à leurs enregistrements. Donc je repars un petit peu en arrière à une période où je réfléchissais sur l'Inde de Suraj. Je continue à écouter beaucoup de podcasts sur la dramaturgie, sur l'écriture, sur... j'essaye de continuer à me nourrir en fait par rapport à ça. Et sans cesse, je me pose des questions sur mon roman l'Inde de Suraj et non pas sur celui que je suis en train de commencer à écrire. Donc ouais, ça me pose question, ce truc-là. Puis oui, je me demande, est-ce que je suis faite pour devenir écrivain ? Est-ce que c'est vraiment mon truc, l'écriture ? Oui, c'est sûr, j'écris depuis que je suis toute petite. Je me suis régulièrement posée pour raconter plein d'histoires. J'ai des cahiers entiers d'histoires, j'ai des classeurs pleins de feuilles volantes, j'ai des pages et des pages sur différents ordinateurs. J'en ai même qui sont sauvegardés sur des disquettes. Oui, donc c'est sûr, j'ai énormément de textes qui sommeillent depuis que je sais écrire, mais j'ai l'impression d'avoir perdu un petit peu cette flamme que j'avais quand je me mettais à écrire à une certaine époque, où d'un coup j'ai une idée qui me tombe dessus et je me mets à écrire et je peux plus m'arrêter. Je vis plus du tout ça en ce moment. Alors c'est sûr, quand je fais ma séance d'écriture le matin... Au début, j'ai un petit peu du mal à rentrer dedans et après, je plonge dans mon histoire et je suis complètement immergée dedans. Mais dès que je termine un chapitre, ça y est, quoi, je peux passer à autre chose et on n'en parle plus. C'est pas vraiment comme ça que j'avais envie de vivre l'écriture. Alors, est-ce que c'est parce que je suis en train de me rendre compte de la réalité des choses ? Est-ce que c'est que je suis dans une phase un peu plus creuse ? Je sais pas trop à quoi ça correspond, ce passage-là. Et là, d'un coup, c'est la première fois que je me dis que peut-être je pourrais être victime du syndrome de la page blanche. Parce que oui, j'ai beau avoir plein d'histoires en tête, si à un moment j'ai plus envie de les écrire, peut-être que j'arriverai plus à écrire du tout, quoi. Il y a aussi une autre chose, c'est que je pense que j'ai tendance à me mettre un petit peu la pression parce que j'aimerais pouvoir vivre de l'écriture. Alors oui, il y aurait une possibilité avec ça, c'est-à-dire de me lancer dans l'auto-édition. Dans ces cas-là, mon livre serait publié beaucoup plus vite qu'en passant par l'édition professionnelle. Et peut-être qu'en le vendant, j'aurais qu'à communiquer beaucoup dessus et qu'en le vendant, j'aurais des revenus un peu plus conséquents que ceux que je peux espérer dans l'édition traditionnelle pour un premier roman. Sauf que moi, l'auto-édition, plus j'entends parler des auteurs qui s'auto-éditent, moins ça me tente. J'ai l'impression que ces auteurs sont beaucoup plus dans la quantité que la qualité. Pour moi, c'est impossible d'écrire un bon livre en quelques mois, quoi. Alors ok, je suis peut-être quelqu'un de très lente, c'est pour ça que ça fait 4 ans que je suis sur l'écriture de ce roman. Bon, si je reprends le temps condensé, ça fait pas 4 ans, comme je vous en parle. J'ai noté toutes les heures que je passais... dessus concrètement et en fait j'en suis à 11 mois à peu près aujourd'hui. Donc non, on n'atteint pas les 4 années à temps complet, mais c'est quand même 11 mois à temps complet. Alors certes, j'avais pas du tout de méthode au début, j'ai beaucoup tâtonné, j'ai exploré plein de pistes, j'ai perdu énormément de temps sur plein de points différents, je suis bien d'accord avec ça, mais ça m'étonnerait qu'en ayant déjà une méthode de travail, qu'en me connaissant très bien, qu'en étant très au fait de mon processus créatif, je puisse écrire un bon roman en 3 mois. Ça me paraît impensable. Et en fait, pour vivre de l'auto-édition, en gros, il faut sortir au minimum un livre par an, si ce n'est pas 2 ou 3 par an.
Enfin, je sais pas, il faudrait que je lise un petit peu l'auto-édition. Je me suis jamais penchée sur la question parce que c'est vrai que c'est pas du tout quelque chose qui m'attire, quoi. Moi, j'ai plutôt envie de faire partie de ces auteurs qui ont des prix littéraires, on va dire. C'est plus ça mon modèle que des auto-édités qui arrivent en tête des ventes sur Amazon. Ça me fait pas du tout rêver, quoi. D'autant plus que cette plateforme Amazon, quand même, personne n'en parle, mais moi, éthiquement, ça me pose un problème, quoi. D'alimenter cette méthode capitaliste de vendre, de bouffer les petits, je sais pas, moi ça me gêne beaucoup. Et j'ai l'impression que c'est un peu eux qui ont le monopole de l'auto-édition, donc bon. Et puis il y a autre chose aussi, moi mes modèles, ce ne sont pas des Guillaume Musso, Marc Lévy ou Joël Dickers. Pour moi, oui, ce sont des auteurs qui vendent beaucoup, donc tant mieux pour eux, je pense qu'ils vivent largement de leur plume et même très bien. Mais en fait, je n'ai pas du tout envie d'écrire ce genre de littérature, clairement pas. Je pense que leur grosse qualité, c'est que ce sont des auteurs qui ont une imagination débordante, donc ils arrivent à construire des intrigues très fantaisistes et très originales, et qui ont le sens du suspense et de l'intrigue, donc ce qui fait qu'on tourne les pages facilement. Par contre, je suis pas sûre qu'il y ait une vraie recherche sur le plan littéraire, sur le style, sur la langue. Dans ce sens-là, je suis pas très convaincue par leurs œuvres, en fait. Alors bon, ça fait très longtemps que je n'ai pas lu ces auteurs. Et en 2018, j'ai lu un Guillaume Musso pour la première fois. Alors c'était peut-être pas le bon livre, mais en tous les cas, j'ai été désespérée de ce que j'ai pu trouver là-dedans. C'était L'Appel de l'Ange. Voilà, donc découverte de cet auteur aux multiples succès. Ouais, bon, ça m'a un petit peu désespérée. Enfin, les personnages étaient clichés, le propos était quand même assez creux, l'histoire était un peu tirée par les cheveux. Alors oui, c'était plein de fantaisie, très original, mais bon, les deux personnages cumulaient une backstory assez impressionnante et pas très réaliste à mon avis. Ouais, c'était trop dans les caricatures et les clichés, ouais, bof quoi, ça m'a vraiment pas plu. Je me suis dit que je ne relirai plus de Guillaume Musso. Il y a tellement de bons livres, pourquoi perdre mon temps avec ce genre de littérature, de romans de gare? Je suis un peu méchante en disant ça, mais vraiment c'est ce que ça m'inspire. Ensuite, j'ai lu, il n'y a pas si longtemps que ça, je crois que c'était en 2019, La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dickers. Donc ça, on m'en avait énormément parlé, on m'avait dit qu'il fallait absolument que je lise ce livre. Donc quand on me l'a offert, quand j'ai quitté mon dernier emploi, j'étais ravie de le recevoir et c'est vrai que je l'ai dévoré. Oui, je suis honnête, ça se lit comme on mange un petit pain. J'ai été prise par le syndrome du page-turner et non pas page-turning comme je disais dernièrement. Et ouais, donc on est carrément embarqué dans la lecture, l'intrigue est très très bien ficelée, donc pour ça, c'est indéniable, il a un talent certain à ce sujet-là. Mais après, j'ai trouvé les personnages caricaturaux, plutôt creux. L'histoire d'amour qui est évoquée dans ce livre, je n'y croyais mais pas une seconde. C'était d'une niaiserie lamentable. Et puis même au niveau du style, bon, c'était pas extraordinaire. Et en fait, j'ai halluciné comment ça se fait qu'un livre comme celui-là ait pu avoir le prix de l'Académie française. Je cherche encore la réponse, je ne comprends pas. Ok, qu'on ne puisse pas décrocher de la lecture d'un livre de 500 pages, c'est un beau tour de force, ça je veux bien le reconnaître, mais c'est quand même pas ce qui fait la qualité d'un livre, quoi, c'est pas suffisant. Si les personnages sont creux, qu'on ne croit pas à l'histoire, que le style est tout ce qu'il y a de plus basique, enfin franchement, on est quand même loin d'un livre de grande littérature, quoi. Pour ce qui est de Marc Lévy, je vais pas trop en parler parce que ça fait une éternité que je n'ai rien lu de lui. Donc oui, ces auteurs qui réussissent, ils vendent énormément de livres, ils vivent de leur plume, à mon avis très bien, mais c'est pas les auteurs qui m'impressionnent le plus et ce ne sont pas du tout mes exemples. Alors quels seraient mes exemples? Je vais parler que des livres que j'ai lus ces dernières années, depuis que j'ai commencé à prendre des notes. Bon, je vous en parle tout le temps, mais il y a évidemment Alain Damasio, donc voilà, on n'est pas du tout dans le même contexte. Le travail qu'il y a derrière n'est pas du tout le même, ça c'est certain. Les livres que j'ai le plus aimés, il y a eu La vraie vie d'Adeline Dieudonné, il y a eu La joueuse de Go de Shansa, mais j'en ai déjà parlé, donc bon, on va pas revenir là-dessus, quoi. Ça devient de plus en plus rare qu'un roman me transporte, comme ça a été le cas à une certaine époque. Alors moi, à une certaine époque, j'ai lu beaucoup de fantaisie, parce que j'avais commencé à écrire un roman de fantaisie, et donc j'avais lu tout ce qui me tombait sur la main dans ce domaine-là, donc j'avais dévoré les épées de vérité de Terry Goodkind. Alors lui, c'est pareil, c'est pas non plus un auteur qui fait d'une grande littérature, mais bon, disons que ça se lit bien, puis son univers me plaisait
beaucoup. Donc ouais, j'en avais lu pas mal. Et puis après, une fois qu'on en a lu plusieurs, on a compris un peu comment ça marchait. Enfin, ça fonctionne toujours sur le même principe. Donc voilà. Alors, une autrice que j'ai, mais adorée, c'est Robin Hobb, avec ses livres sur l'assassin royal. Oh, ça, c'était une lecture qui m'a transcendée. Alors j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans, par contre je crois qu'il m'a fallu plus des 100 premières pages avant d'adhérer à son univers, à sa façon d'écrire et tout. Mais alors une fois que j'étais dedans, c'était parti, j'ai aimé. Mais est-ce que c'était pas plus pour l'univers dont elle me parlait que son style ? Il y a de fortes chances que ce soit ça, mais elle a quand même des qualités littéraires certaines par rapport à d'autres auteurs de fantasy justement. Après, j'ai adoré aussi George R. R. Martin avec Le Trône de Fer. Moi, j'ai lu les livres avant de voir la série. D'ailleurs, la série, je l'ai toujours pas finie. Bon, les livres, je l'ai pas fini non plus, parce qu'il n'a pas fini de les écrire. Et puis, du coup, j'ai abandonné en plein milieu de la série, puisque j'avais pas les derniers romans. Et aujourd'hui, il faudrait que je relise tout depuis le début pour pouvoir poursuivre la lecture, parce que je me souviens pas trop de ce qui se passe. Surtout qu'avec la série qui suit pas trop le roman, c'est un peu perturbant. Mais je trouvais qu'il avait un vrai sens de l'intrigue pour le coup, puis qu'il arrivait à dresser des personnages assez charismatiques dès le départ, des personnages qu'on pouvait aimer puis haïr, et haïr puis aimer. Alors ça, j'avais trouvé que c'était génial comme concept, qu'il n'hésitait pas à massacrer, torturer, estropier ces personnages, alors que généralement on a un petit peu du mal à abîmer les héros dont on raconte l'histoire, alors que lui, il en a rien à faire, et ça, je trouvais c'était assez génial. Mais c'est vrai que dans la littérature blanche, qui est une littérature que je lis beaucoup ces derniers temps parce que ça correspond au genre dans lequel j'écris aujourd'hui, je suis rarement transportée par des histoires. Je peux être impressionnée par le talent d'un auteur, je peux trouver qu'il écrit bien, je peux trouver qu'il a un style fou, mais pas transcendée par son histoire. Ah si, il y a une histoire que j'avais beaucoup aimée dernièrement, c'était Dans le jardin de l'ogre de Leila Slimani. J'avais adoré son écriture dans ce livre-là et je pense que je vais me mettre à la lecture de Une chanson douce qui a eu le prix Goncourt en plus et la lecture du Pays des autres qui est son dernier roman qui vient de sortir. Voilà, mais typiquement, elle, c'est une autrice dont j'ai envie de suivre le parcours de très près parce que elle m'impressionne beaucoup plus qu'un Marc Lévy ou qu'un Guillaume Musso, par exemple. Le jeudi 10 décembre 2020. Je viens de finir ma séance d'écriture, donc j'étais assez embarquée dans l'écriture ce matin. Je me suis lancée dans une scène qui n'est pas forcément dans l'ordre chronologique de mon roman, mais qui est très importante. C'est une scène clé avec un fort rebondissement. Bon, je suis pas hyper emballée de ce que j'ai écrit, mais en même temps je me suis pas relue, donc je ne sais pas ce que ça va donner. C'est une scène à forte intensité émotionnelle, c'est un rebondissement, c'est un retournement de situation, donc il y a pas mal de choses qui rentrent en jeu. Et en fait, comme hier, je me pose la question de l'intérêt de ce texte, de cette histoire, etc. Je sais pas vraiment si c'est celle-là que j'ai envie de raconter. Après, je me dis, bon, j'écris parce que plus on écrit, plus on progresse. Rien ne m'empêche d'écrire toute une trame d'une histoire et puis je verrai après ce que j'en fais, si j'ai envie de l'approfondir ou pas. Peut-être que si je suis pas hyper emballée, c'est que ça n'a pas encore mûri assez. Peut-être que j'ai besoin aussi de faire une pause dans l'écriture. Après, ça m'embête de faire vraiment une pause totale dans l'écriture parce que j'ai pas envie de perdre cette routine que j'ai mis en place. C'est ce qui fait que je me lève le matin, en fait. Quand je sais que je vais commencer ma journée par écrire, ça me motive carrément à sortir du lit, à me réveiller. Bon, même si j'écris dans le lit, je sais que c'est pas la position idéale pour écrire, mais moi, je rêvais que d'une chose, c'était de pouvoir écrire dans mon lit, sauf que jusqu'à présent, je pouvais pas parce que j'avais un ordinateur fixe, et maintenant que j'ai un ordinateur portable, j'avoue que j'en profite, quoi. Donc ouais, beaucoup de questionnements quant à mes textes en ce moment. J'ai l'impression que ça devient un travail, quelque chose qui est construit de toutes pièces, plutôt que de faire partie de mon inspiration qui me venait parfois quand je me mettais à écrire. Et c'est ça que j'aimerais retrouver en fait. Alors oui, c'est sûr, quand je me lance dans ma séance d'écriture, je me laisse facilement emporter dans mon élan. Je pense plus à rien, je suis à fond dans mon histoire, je visualise bien les choses, l'action, ce que ressentent les personnages. Je plonge dans mon univers, je plonge dans mon monde, ça c'est évident. Mais bon, c'est pas comme quand il y a une idée qui me traverse et qu'il faut absolument que je l'écrive parce que sinon elle va m'échapper. Ça rend pas la même chose. Je suis pas dans la même dynamique, ça me plaît beaucoup moins comme ça. Bah ouais, parce que du coup, ça rend l'écriture beaucoup moins romantique que l'image que j'en avais. Et puis,
que comme je la vivais auparavant, en fait, tout simplement. Bon, il faut que je réfléchisse à ça un petit peu. Comment je peux retrouver mon premier élan ? Vu que je ne suis pas hyper satisfaite de mes séances d'écriture, que j'ai l'impression que ce que j'écris ne m'apporte pas grand-chose, que je ne suis pas du tout dans une bonne dynamique, est-ce que pour un peu libérer ma créativité, je ne devrais pas laisser libre cours à mon imagination lors de ces séances d'écriture ? J'entends par là ne pas me focaliser sur un roman pour le moment, mais plutôt sur tout ce que j'ai envie de travailler qui me traverse la tête. Et puis petit à petit, laisser les choses venir d'elles-mêmes. Enfin voilà, ça fait quelques années que je me concentre sur mon roman L'Inde de Suraj en mettant de côté toutes les autres idées qui me traversent, mais il y en a eu quand même pas mal. Et peut-être que je peux essayer d'exploiter un petit peu ces autres idées, voir un petit peu ce que ça pourrait donner par-ci par-là, et les choses vers lesquelles j'ai le plus envie de m'orienter. Parce que là, en fait, je suis dans une démarche de productivité et d'efficacité. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense pas à la création pure, je pense plutôt à ce que ça pourrait m'apporter au final. C'est-à-dire écrire un livre pas trop long, pour pas que ça me prenne trop de temps, pour que je puisse approfondir mon travail autour de l'écriture, que je puisse m'améliorer par rapport à mon dernier roman, afin d'être à même de le proposer plus vite que ce n'est le cas pour l'Inde de Suraj. Mais bon, je pense que le concept de départ, il est mauvais, quoi. Oui, alors en effet, je marche en termes de stratégie professionnelle, mais en fait, en termes de stratégie artistique, ça me bloque carrément. C'est plus vraiment quelque chose qui sort des tripes, c'est plutôt comment je vais pouvoir le vendre derrière, quoi. Bon bah tout de suite, l'écriture me tente beaucoup moins de cette façon-là. Donc je pense que c'est une mauvaise manière de procéder, c'est un mauvais postulat de départ, en tous les cas moi ça me convient pas. C'est pas du tout comme ça que j'ai envie d'envisager l'écriture, tant pis à la limite si je dois continuer à travailler à côté de mes écrits, et ben je le ferai. Mais j'ai pas envie de me forcer à rentrer dans une logique qui me correspond mais tellement pas. Moi, je suis pas du tout dans une logique marchande. Alors c'est sûr, oui, j'aimerais pouvoir gagner ma vie avec mes livres, mais au prix d'assécher ma créativité, merci bien, quoi. Non, ça m'intéresse pas. Là, j'aime pas du tout la démarche dans laquelle je suis aujourd'hui. Faut que j'arrive à me défaire de cette influence que j'ai eue par rapport à tout ce que je peux lire, voir, entendre sur Internet. Il faut que je fasse comment je sens, moi, les choses. Je pense que c'est important de respecter sa créativité, sa façon d'être au monde, sa façon de voir et de faire les choses, quoi. D'autant plus que, personnellement, j'ai quand même le sentiment d'avoir besoin d'une autre activité à côté de l'écriture. Rester une journée de 8-12 heures derrière un bureau à écrire, je suis pas sûre que ça soit fait pour moi. J'ai besoin de faire autre chose. Oui, rester 4-5 heures derrière un bureau, d'accord, mais après, j'ai besoin de sortir, j'ai besoin de voir du monde, j'ai besoin de travailler en équipe. Donc ouais, j'ai d'autres besoins qui ne correspondent pas du tout à ceux de l'écriture. Donc je peux pas fonctionner en tant qu'autrice simplement. Il faut que j'ai une autre activité à côté. Et justement, moi qui fais de la vidéo à côté, j'ai aussi envie de développer ce côté-là. En fait, l'idéal, ça serait d'avoir un juste équilibre entre les deux, entre gagner mon argent en faisant de la vidéo et arriver à écrire des romans que je puisse proposer aux maisons d'édition dans l'espoir un jour d'être publié. Et le jour où je ferai un best-seller, il sera temps de revoir ma façon de faire les choses. Mais ouais, là, ça me plaît pas, la dynamique dans laquelle je suis en ce moment. Ça devient une contrainte. Je ne prends aucun plaisir à écrire ce texte, j'ai l'impression de m'y mettre forcée et contrainte, alors que normalement l'écriture c'était un plaisir pour moi à la base. Alors oui, garder ces 2 heures tous les matins réservées à l'écriture, je vais continuer dans cette dynamique-là, parce qu'il n'y a rien de plus agréable que de commencer sa journée par une activité créative comme celle de l'écriture, mais pas en me bloquant autour d'un roman en particulier sur lequel je me sens pas plus attirée que ça. Puis je vais voir un petit peu ce qui naît les prochains jours. Je dis ça aujourd'hui, puis demain je vais quand même continuer à travailler sur le village des femmes, parce que je trouve ça dommage d'abandonner, au moins faire un premier jet, puis après on verra ensuite. Enfin bon, je verrai dans quelle dynamique je serai demain et on verra ça. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode. En attendant, je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur YouTube avec ma chaîne Aurélia se raconte et mes premières vidéos conseils d'écriture. Il y a aussi 2-3 autres petites vidéos qui pourraient vous intéresser autour du livre. Toutes les références de ce podcast sont en description de l'épisode. Merci 1000 fois pour votre écoute et si vous avez envie de m'encourager encore plus, je vous invite à partager ce podcast autour de vous, à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute, une note ou à m'écrire un petit message sur Instagram.
Ça me fait toujours un énorme plaisir de vous lire. Merci et à bientôt.